Salut tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle émission du vendredi. Donc vous savez, chaque vendredi on se retrouve pour parler des sujets qui concernent la finance des marchés, l'économie, encore la politique, la géopolitique, d'accord. Donc tout ce qui est qui rentre en ligne de compte dans votre activité de trader, en tant que trader particulier bien sûr. Donc je m'évertue de donner mon point de vue sur l'actualité ou bien sûr des sujets qui puissent vous aider à décoller, d'accord, sur les marchés financiers, puisque le but de notre des émissions et de cette structure qui est le GSTA, c'est d'aider la majorité des traders particuliers à devenir rentables sur les marchés financiers. Alors moi, mon nom, bien sûr, c'est François Ablé. Vous avez l'habitude maintenant de t'habituer à moi. On se retrouve durant la semaine, les lundis, les mardis, des fois même le mercredi, quand j'ai un peu de temps pour animer des sessions de live trading. Je sais que vous appréciez ça, mais il faut que je trouve du temps donc pour continuer parce qu'au départ, ça a été un succès. J'ai eu beaucoup de retours là-dessus, donc je vais bien sûr chercher à recommencer donc ces émissions-là que vous adorez. Et puis aussi les vendredis, donc dans le cadre de cette émission, nous présentons donc l'actualité ou des sujets qui intéressent votre domaine, donc le trading. D'accord? Alors pour ceux qui me découvrent encore, mon nom est François Ablé, je suis le responsable de la structure éducative et informative du GSTA, donc Global Structured Academy, que vous retrouvez maintenant sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Pinterest, Google+, Instagram, d'accord. Et si vous êtes intéressé, bien sûr, à vous former sur les marchés financiers, je vous recommande définitivement de venir vers nous, de rentrer en contact avec moi, soit par téléphone, si vous êtes directement au Canada, donc 514-943-4416, ou alors de nous envoyer un message, soit par Messenger, donc GSTA Facebook, donc par Messenger, ou alors par, mail, donc contact@gstacademy.com, donc le service Google ou Gmail, comme vous voulez, pour qu'on puisse discuter de votre encadrement ou de votre accompagnement sur les marchés financiers, d'accord? Alors, aujourd'hui, c'est une petite vidéo, hein, c'est pour justement donner mon analyse, mon point de vue sur la situation qu'on observe depuis quelques jours sur les marchés financiers. Donc, vous avez vu, je crois, hier, il y a eu l'entrevue du président américain Donald Trump, où il a lâché une petite bombe, je crois, la plupart des gens ont été un peu, ils savaient pas comment comprendre ça et comment, interpréter ça sur les marchés financiers, d'accord? La politique est très importante, la politique américaine, et ça c'est l'œuvre du président, l'ancien président Barack Obama, qui a justement voté une loi contre les spéculateurs en 2008, puisque quand il rentrait au pouvoir, il a hérité donc de la crise financière, d'accord, et il a donc voté une loi contre la spéculation. Voilà comment la politique s'est ingérée dans le domaine de la finance. Sinon, au départ, les histoires politiques n'avaient aucun effet d'un point de vue statistique sur les marchés financiers, mais depuis que Obama a rentré une loi contre les spéculateurs et d'autres amendements aussi, d'autres lois contre la finance des marchés, on voit maintenant que la politique est intimement liée maintenant à la finance des marchés. Et voilà pourquoi, quand il y a des sujets politiques de taille, on s'efforce de lire attentivement, de comprendre et comment est-ce qu'on essaie de faire des liens, comment est-ce que ça puisse justement affecter notre activité de trader. Alors, donc Donald Trump, il a dit je pense à Reuters, if I were impeached, the stock market would crash. Ok, donc ça veut dire que si je suis mis en accusation, d'accord, puisqu'il est actuellement en termes il est pratiquement en pré-campagne, d'accord. Donc aux États-Unis, vous avez le mandat de 4 ans, mais chaque mi-mandat, les midterms, vous devez justement renouer la confiance que le peuple a avec vous depuis votre accession au pouvoir. Donc depuis les 2 ans que vous avez gouverné, vous devez renouer ou confirmer donc cette confiance que les électeurs, les grands électeurs et la population ont avec vous, d'accord. Donc il est en midterm et il a donné une entrevue dans cette série-là où il se promène donc des chaînes en télé et d'organes de presse à expliquer son mandat, à défendre son mandat. Il a lâché cette petite bombe: if I were got impeached, the stock market would crash. Everybody will be poor, very poor. Donc ça veut dire que si jamais d'aventure je suis mis en accusation, les marchés vont s'effondrer et les gens deviendront très pauvres, d'accord.
Bon, ça, ce sont des déclarations politiciennes, d'accord? Bon, moi, je vois ça comme c'est du chantage politique, d'accord? C'est vrai, Donald Trump est un dynamiteur des marchés financiers. C'est vrai qu'il a boosté les marchés financiers, non pas sur sa personne, mais sur les promesses politiques qu'il a fait. Puisque je vous ai dit, la politique maintenant est intimement liée au marché financier américain, d'accord? Donc, ce qu'il a fait, comment il a boosté les marchés financiers, c'est dû à, disons, son programme de fiscalisation. Donc, il a fait l'éloge et le marché, bien sûr, a gobé ça. Parce que vous savez, ce qui d'ailleurs a fait que le président américain a fait en sorte que Janet Yellen n'obtienne pas un second mandat, ce qui est absolument historique dans l'histoire de la Fed en termes de présidence, quand on a disons, une présidence au niveau de la Fed. C'est très rare que ceux qui sont actuellement en poste n'obtiennent pas un deuxième mandat, d'accord? Je pense que Janet Yellen est la seule jusqu'à présent. La plupart des présidents de la Fed ont toujours eu au moins 2 mandats, sinon plus, d'accord? Et Trump, il a gardé rancune envers Yellen, parce que quand Yellen est arrivé au pouvoir en 2012, avec, bien sûr, son prédécesseur était Ben Bernanke, d'accord? Et le président Obama aussi venait de rentrer en fonction, je pense, 3 ans après. Ils n'ont pas augmenté les taux d'intérêt parce qu'on était déjà dans une dynamique de reprise des marchés financiers, d'accord, depuis la récente crise financière qu'on a eue en 2008-2009, d'accord. Donc, quand les marchés ont été en expansion, ils auraient dû justement augmenter les taux d'intérêt pour faire respirer un peu les marchés en termes de cycle et puis de repartir d'une belle manière, faire encore respirer les marchés encore avant que le président Trump n'arrive. Comme ça, au mandat du président Trump, il n'allait pas avoir de difficultés ou il n'allait pas être contre le fait d'augmenter les taux d'intérêt quand on a des fortes croissances. Donc ça, c'est en termes cycliques, d'accord? Mais ça n'a pas été fait. Les marchés ont été maintenus en perfusion monétaire, donc ce qu'on appelait le helicopter money ou easy money. Donc les marchés étaient sous injection de liquidité, donc c'était maintenu artificiellement, ce qui fait que si vous regardez sur votre graphe qui est devant vous, les marchés n'ont fait que progresser de 2009, 2010, de 2012 jusqu'à maintenant. Il n'y a même pas eu de petite correction, c'est comme des pentes rectilignes, et on a vu en janvier 2018 une petite respiration de 5% qu'on appelait le mini crack, donc qui est ici, et là on est en train encore de retrouver encore les prochains sommets, et ça ressemble à un range, d'accord? On aurait dû avoir une respiration, surtout en 2012, une bonne respiration pour faire un peu respirer, pour amener les marchés à se stabiliser, pour répondre à un cycle. Mais ce que vous avez vu ici, vous voyez, on a pratiquement fait une inclinaison. On a fait techniquement ce qu'on appelle un double bottom. Ici, vous voyez bien un léger W ici. Et après, on a recontinué parce que c'est une figure technique qui est haussière. Donc, tout ça, le président américain a constaté qu'il y a eu un retard dans la politique monétaire et ça n'a pas été fait, d'accord? Donc, Yellen, qui était vraiment, on va dire, entre guillemets, ce n'était pas officiel, mais officieusement, pro-démocrate, donc n'a pas maintenu les taux sous Obama et continuer justement ce gavage là des marchés financiers. D'accord, les indices n'ont fait que progresser, les indices majeurs. Et quand elle est partie, il y a, comme il s'appelle, Jerome Powell, cet ancien avocat qui est rentré au pouvoir, qui était lui un bras droit de Mme Yellen, a constaté qu'il fallait urgemment commencer à augmenter les taux. Sauf que en économie, en termes cycliques, augmenter les taux d'intérêt, donc en termes de fréquence, c'est bien, mais en termes de rythme aussi, il faut faire attention, d'accord? Et lorsque vous augmentez le rythme de façon assez rapidement, vous pouvez provoquer des surchauffes des marchés, vous comprenez? Donc c'est pour ça que le président américain, lui, pour s'assurer au moins qu'il réalise au moins une bonne performance, c'est-à-dire de faire en sorte que les entreprises, de par leurs résultats trimestriels, de par disons, la bonne santé des entreprises en créant de l'emploi, a décidé donc de justement miser sur la fiscalité, a décidé de miser donc sur tout ce qui est, disons, dépenses en termes d'infrastructure pour maintenir les marchés pour maintenir les marchés financiers à la hausse, vous comprenez? Donc ça fait que la plupart des gens qui étaient sur les marchés financiers ont payé les marchés de façon aveugle. D'accord? Ils ont pricé cette annonce. Vous comprenez? Alors, lors de l'entrevue
sur Reuters, il a défendu ce programme-là en disant que quand moi je suis arrivé, les marchés financiers ont progressé, on a fait des taux de croissance à 3-4%. Je ne vois pas pourquoi je vais être mis en accusation. Alors, cette procédure de mise en accusation qu'on appelle impeachment, l'impeachment, c'est un procédé, c'est une procédure juridique, d'accord, qui permet au pouvoir politique, d'accord, de mettre en accusation donc mettre en accusation le législatif, d'accord, donc un haut fonctionnaire donc de l'État ou un président et des choses comme ça. C'est ça le impeachment, d'accord. C'est une procédure qui depuis dans l'histoire des États-Unis est intervenue seulement 2 fois, d'accord, en 78 avec Richard Nixon et puis en 98 avec le président Bill Clinton, d'accord. Et Bill Clinton qui était très populaire, un des présidents américains les plus populaires de l'histoire, d'accord. Et lui, il a été, en fait, cette procédure, elle intervient pour des faits très graves, c'est-à-dire ce qu'on appelle les misdemeanors ou high misdemeanors. Et lui, il avait eu justement ce qu'ils ont appelé de misconduct, donc sexual misconduct, c'est-à-dire une mauvaise conduite sexuelle avec un employé de la Maison Blanche. Donc c'est pour ça qu'il avait été impeached, d'accord. Donc c'est un petit rappel de l'histoire. Donc ça fait donc 2 présidents dans l'histoire des États-Unis qui ont déjà eu cette histoire de impeachment, d'accord. Alors le cas de Donald Trump, il a donc dit je ne peux pas être impeached parce que j'ai fait mon travail, d'accord. Et ce que vous devez savoir aussi, c'est que moi, personnellement, à mon analyse, je ne crois pas que Donald Trump sera impeached. Pourquoi? Pour 2 raisons. Pourquoi? Première raison, d'accord, je viens de dénoncer que c'est arrivé dans l'histoire seulement que 2 présidents, d'accord. Et même les 2 présidents, quand ils ont été impeached, ils n'ont pas été destitués, d'accord. Ils n'ont pas été destitués. Ils ont été juste impeached et puis l'affaire est restée là, puis ça a tourné, puis ça n'a pas été, c'est pas allé plus loin. Ils n'ont pas été destitués, d'accord. Donc, d'abord, il y a 3 étapes pour faire une mise en accusation, d'accord. La première étape, c'est que la Chambre des représentants doit émettre des allégations contre le président actuel, d'accord. Ils doivent mettre en place un collectif d'avocats pour mettre sur la table les différents chefs d'accusation et les allégations qui sont contre le président. Une fois que ça c'est validé, après ça, ils vont faire un sondage populaire, d'accord. Et parmi la Chambre des représentants, il y a des gens de Trump, il y a des gens des démocrates, d'accord. Donc, après ce procédé, qui en général, généralement, c'est pas hyper compliqué, c'est au deuxième que ça se complique, d'accord. Dans la deuxième partie, on fait un sondage aussi au niveau de la population, un sondage de la population. Et il faut au moins 50% de la population qui réclame que Donald Trump ou le président doit être impeached. Donc, deuxième cas, d'accord. Actuellement, les sondages disent qu'il y a seulement 9% de la population qui veulent qu'on impeached, qui veut qu'on mette en accusation le président américain. 9% de la population. Vous comprenez? Après ça, maintenant, il y a bien sûr le Sénat avec la Chambre le Congrès, donc la Chambre le Sénat avec le Congrès, qui vont se mettre en place, d'accord, qui vont passer en revue tous les textes juridiques qui encadrent justement le impeachment, et ils doivent avoir 2/3 des votes qui demandent donc, tant du camp de Donald Trump que du camp des démocrates, il doit avoir 2/3 des votes qui demandent donc un impeachment, d'accord. Et actuellement, dans la structure actuelle, l'électorat qui est actuellement à la Chambre des représentants et actuellement au Sénat, il y a 51 sièges qui sont 51 représentants des républicains contre 46 des démocrates et puis seulement 2 indépendants. D'accord? Donc c'est déjà mal parti. Comprenez? En plus de cela, vous avez, je crois, 36 sièges que les 51 membres, les 51 représentants des républicains occupent contre, je crois, 25 au niveau des démocrates. Comprenez? Donc,
les républicains, donc c'est-à-dire ceux qui soutiennent le président américain, eux, ils sont, bien sûr, c'est leur candidat, et ils sont favorables. Ils sont favorables pour tout ce que le président américain a fait. Et puis, l'autre côté, bien sûr, tous ceux qui sont contre, c'est-à-dire les démocrates, tous ceux qui sont contre le président américain, aussi, ils sont là. Donc, la majorité appartient à ceux qui supportent le président américain. D'accord? Donc, d'un point de vue politique et administratif et juridique aussi, c'est difficile de faire un impeachment à Donald Trump. Mais ce que Donald Trump a dit, c'est un discours politique. C'est pour anticiper au cas où les gens de son parti céderaient à une pression populaire ou bien à un lobby, un lobby qui sera plus fort qu'eux, de sorte à le mettre en accusation. D'accord? Et cela s'avère compliqué parce que si vous regardez la situation politique qui se passe en ce moment dans son camp, il y a Michael Flynn. Donc Michael Flynn qui était son ancien conseiller national de la défense, avec George Papadopoulos, d'accord, qui était aussi son conseiller de campagne, qui a été reconnu coupables et qui ont menti également. Lorsque on les a auditionnés, ils ont admis avoir menti et ils ont été retenus coupables des chefs d'accusation qui portent sur l'ingérence de la Russie dans la campagne présidentielle. Vous comprenez? Vous avez même son avocat, Michael Cohen, qui a reconnu 8 chefs d'accusation, qui a plaidé coupable et qui a reconnu également avoir menti lorsqu'il avait été auditionné, d'avoir menti qu'il n'y avait pas eu de lien avec lui et l'ancienne actrice porno qui s'appelle Stormy Daniels, d'accord? Et aussi, il a reconnu aussi qu'ils ont justement falsifié des documents concernant les communications entre la possible ingérence russe, d'accord, avec les membres du FBI que j'ai cité, Michael Flynn et aussi George Papadopoulos. Vous avez également James Comey, d'accord, qui était le sixième directeur du FBI qui avait été limogé quand lui aussi il a commencé à reconnaître, d'accord, qu'il y avait eu des malversations à ce niveau. Robert Mueller, qui est son conseiller spécial au niveau du ministère de la Justice, lui aussi a plaidé coupable, d'accord. Il y a également Rick Gates, d'accord, Rick Gates, et puis aussi, comment il s'appelle, Paul Manafort, donc qui a admis également qu'il y a eu des malversations au niveau du financement de la campagne, donc donc tout ce qui est tax fraud, false bank statement, donc il y a eu donc tout son groupe, tous ceux qui avaient été limogés. Vous vous souvenez, il y avait une succession de limogeages pendant près de 1 mois et demi, donc tous les noms que je viens de citer, ce sont des gens qui étaient des hommes forts de Donald Trump et qui ont été reconnus coupables, qui ont plaidé coupables dans ces affaires-là, vous comprenez? Donc, voyant qu'il est pratiquement acculé contre ses propres amis, il y en a même qui est en train d'écrire un livre, et je pense qu'il a publié le livre pour expliquer la pression que Donald Trump a mis sur lui. Il a fait un chantage en disant, si vous me mettez en accusation, les marchés financiers vont s'effondrer, d'accord? Parce que vous savez que parmi les républicains, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de fortune au niveau de Wall Street, d'accord? Et qui aiment ça quand les marchés progressent parce qu'ils font plus de profits, ils génèrent plus de bénéfices, d'accord? Et en disant ça, c'est pour en fait les céder, c'est en fait pour leur mettre un peu la pression, pour leur dire, si vous tenez à votre patrimoine, si vous tenez à votre petit trésor, vous avez intérêt à travailler fort pour ne pas que je sois mis en accusation et rentrer dans ce processus, dans cette procédure juridique que je vous ai décrit, qui est en 3 étapes, d'accord? Donc, mais ce que moi je retiens de ça, c'est que Donald Trump, il ne peut pas, à lui seul, faire tomber tous les marchés. C'est du chantage politique, d'accord? Il sait parce que les marchés l'ont suivi, parce qu'il a défendu un programme. Mais lui-même, il ne peut pas, c'est-à-dire faire tomber les marchés. Il peut peut-être provoquer des secousses, mais les secousses, on les attend. Qu'il y ait Trump ou pas, la politique monétaire est en retard. Et la plupart des économistes là-dessus sont unanimes au fait qu'il y aurait certainement, pas peut-être, mais certainement, ou probablement, une récession, donc un ralentissement des activités économiques qui est prévu pour le printemps 2019, donc le deuxième trimestre 2019, d'accord? Donc, qu'il y ait Trump ou pas, on doit s'attendre, puisque vous avez vu, ce cycle économique de hausse est le plus long de l'histoire des États-Unis. Il n'y a jamais eu un cycle économique
qui atteint presque 10 ans de hausse. D'accord? En général, ça tourne autour entre 7 ans et 10 ans. Mais il n'arrive pas au maximum. En général, c'est 8-9 ans à peu près en moyenne. Mais là, on est presque, on va aller dans la 10e année. D'accord? Puisque les marchés ont commencé à progresser depuis 2009. Si vous regardez sur le graphe devant vous, depuis 2009, on n'a fait que progresser. Comprenez? Et nous sommes en 2018 et il n'y a pas eu de secousse encore. D'accord? On s'attend même encore à un autre rallye aussi. Comprenez? Donc, il faut qu'il y ait forcément une correction majeure, au moins de l'ordre de 30%. C'est ce que les économistes prévoient. D'accord? La récente crise a fait 58% de baisse. On va dire 60% de baisse. Donc, on s'attend au moins à la moitié d'un retracement, au moins de la moitié de la précédente crise, qui ne sera pas encore jugée comme une crise, certainement une correction majeure ou voire une récession. Vous comprenez? Qui va durer peut-être, selon les estimations, entre 3 à 6 mois. Vous comprenez? Donc, le président américain, lui seul, il ne peut pas bouleverser leur économie, d'accord? Il peut peut-être provoquer des secousses, mais il ne peut pas à lui seul. Et puis, de toutes les manières, même s'il le fait, d'accord? Même s'il le fait, le gouvernement américain va forcément intervenir, vous mettre un plan pour intervenir, pour également soutenir cette baisse comme ils l'ont fait en 2008 où ils ont dit too big to fail. Donc, nous ne pouvons pas laisser les marchés s'effondrer à cause d'un individu politique. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qu'il peut faire? À part faire des déclarations comme il a l'habitude de faire, il ne tient pas les mailles du système en disant je vais tout tirer, tout va se provoquer, ou tout va se verser. La finance même mondiale, la finance américaine, est en mal, d'accord? Elle est en mal avec tout ce qui entoure justement l'économie américaine, que ce soit la crise turque, que ce soit les possibles effets dominos entre les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis. Donc tout ça est avec également les mêmes produits toxiques qui ont été fabriqués autour de justement de la récente crise en 2008-2007. Les mêmes signes sont en train de réapparaître, d'accord? Donc c'est pas Donald Trump qui va faire plonger les marchés, mais il peut provoquer des secousses, et même encore là, j'ai des doutes, mais du fait qu'il est justement coincé politiquement, il est obligé de tenir de tels discours, de telles phrases pour faire peur un peu de son camp, au cas où ils auraient l'intention de le liquider, vous comprenez? Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Alors, ne soyez pas disons, ne soyez pas surpris de ce qui peut arriver, soyez toujours vigilants et lucides, d'accord? Beaucoup de gens annoncent les marchés vont s'effondrer. Ne cédez pas à cette euphorie-là. Regardez vos graphes. Que dites vos graphes? Parce que j'ai vu des gens qui commençaient déjà à se positionner déjà à la vente, commençaient déjà à shorter. Arrêtez ce genre disons, d'anticipation, parce que les marchés financiers obéissent à leur propre logique. Vous avez vu quand il a parlé de impeachment, que si je ne suis pas impeachment, les marchés vont s'effondrer. Vous avez vu que les marchés n'ont même pas réagi. À la limite même, il a été insignifiant. Ils l'ont même ignoré. Alors que d'habitude, ces faits politiques font couler les marchés. Mais cette fois-ci, personne ne l'a écouté. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire que ceux qui sont à Wall Street, ils savent son pouvoir, ils connaissent ses limites. Et il est habitué à faire ce genre de déclaration, et ce n'est pas un individu qui va faire écrouler la finance des marchés, d'accord? Il peut provoquer des secousses de 3, 4%, 5%, mais pas plus, d'accord? Alors donc, restez vigilants, regardez vos graphes, que dites vos graphes? Soyez attentifs également aux nouvelles, on est là pour vous également vous aider, on va suivre ça attentivement, et puis s'il y a des attitudes à avoir sur les marchés financiers, vous serez mis au courant, bien sûr, ceux qui suivent le Gestia. Alors, merci encore d'avoir suivi cette émission. C'était mon analyse du vendredi concernant la situation politique et économique des États-Unis au niveau de la finance mondiale. Portez-vous bien et on se retrouve donc le lundi pour d'autres émissions. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à la partager, à liker, à laisser un commentaire dans la section reviews donc de Facebook, donc dans la section avis. Et puis aussi à davantage venir vers moi pour ceux qui s'intéressent à se former sur les marchés financiers. Alors c'était François Ablé, portez-vous bien et puis bon week-end. Merci, au revoir.